إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous, chers frères, chères sœurs, chercheurs de la vérité, en direct comme en différé sur la radio TV El Fath, la radio TV de la conquête des idées. Donc aujourd'hui, ahlan bik, aujourd'hui un sujet, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, un sujet qui est très important historiquement, mais qui est tellement peu connu qu'on a l'impression que ceci n'intéresse personne, à savoir le sultanat de Kilwa, dans le Mozambique actuel. Le sultanat de Kilwa qui fut un État musulman, donc sultanat par définition, un État islamique puissant en Afrique, sur le littoral africain, et nous allons voir ensemble où exactement, donc le Mozambique, hein, pour ceux qui savent un petit peu situer sur la carte. Et cela appuie sur l'importance qui n'est pas donnée, l'accent n'est pas mis sur l'implication des Africains, l'implication notamment des négro-africains dans l'histoire islamique. Il n'est pas question ici de faire la part belle à certaines ethnies au détriment d'autres, mais bien d'appuyer sur ce sujet, encore une fois, des plus méconnus. Donc bienvenue pour ceux qui écoutent en direct et pour ceux qui écouteront en différé. Ahlan bikum kadhalik. Donc nous avons comme document, entre autres, celui d'Ibn Battuta, rahimahullah, sur lequel nous appuyer, concernant, concernant ce sultanat, concernant cet État. Et nous avons également comme source principale la chronique de Kilwa. La chronique de Kilwa, qui est une chronique qui a été compilée pour le sultan de Zanzibar, Saïd Bargash, aux alentours de 1500 et des poussières. Donc il y a deux versions, et c'est la seconde version qui sert de base pour le travail de la plupart des historiens actuels. Donc on va commencer par un rappel historique. Le sultanat de Kilwa ou Kiloa est un ancien sultanat centré sur l'île côtière de Kilwa, aujourd'hui en Tanzanie, en Afrique de l'Est, qui, à son extension maximale, couvrait toute la côte de Zanguebar. La côte de Zanguebar, c'est ce qu'on appelle aussi le Zingium. Les Zinj, renvoyant une population précise qui est désignée comme étant la culture swahili. Et c'est pour ça que le swahili est la langue africaine, étant la plus proche de la langue arabe. On peut la classifier parmi les langues camito-sémitiques, de manière assez générique, et on comprend pourquoi le swahili, qui aujourd'hui est envisagé de manière très sérieuse par l'Union africaine comme la langue continentale, donc pour le continent africain, est si proche de la langue arabe. C'est-à-dire que si l'on prend le terme akhira en arabe comme en swahili, cela désigne le caractère ultime de la vie, par exemple, la vie dernière, ainsi que d'autres termes très très proches. Donc le Zenj, ou la côte swahili,
est une des anciennes appellations de la même partie de la côte de l'Afrique orientale qui se trouve répartie aujourd'hui entre le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya et la Somalie, et aussi des îles côtières de cette région. Donc, l'extension maximale du sultanat de Kilwa, couvrait toute la côte du Zenj, ou côte Swahili. Cet État, le sultanat de Kilwa, fut le plus important sultanat de la culture swahili. Son histoire est connue grâce à la deuxième version de la chronique de Kilwa de 1520, reprise par Joao de Barros dans Décadas de Asia de 1552. On connaît par ce dernier une liste de souverains. Donc c'est très précis et c'est malheureusement très méconnu par les nôtres, puisque la plupart du temps on s'arrête au califat, on ne s'intéresse même pas au sultanat, aux différents salatines, et non plus aux ta'ifet par exemple de l'Andalousie. On se bloque malheureusement par ignorance et par paresse intellectuelle, tout simplement. On s'arrête sur les grands califats. Et le fait est que l'histoire islamique n'est pas composée seulement de deux califats arabes et d'un califat turc, mais d'une multitude de sultanats, d'une multitude d'états d'importance moindre sur le papier théoriquement, mais qui en réalité ont appuyé localement une politique des plus importantes. À Mayotte aussi, notre langue est un mélange de swahili et d'arabe, effectivement. D'ailleurs, Mayotte, c'est le territoire administré par la France qui compte la mosquée la plus ancienne. Donc la mosquée la plus ancienne de France date du 14e, 15e siècle et se trouve sur Mayotte. C'est même la mosquée du nom de Tsingoni. Mosquée française située à Tsingoni sur la grande terre de Mayotte, remontant au moins au XVIe siècle. Elle est la plus vieille mosquée en activité de France. Donc, Masha'Allah, pour ce qui est de Mayotte, en ce qui concerne Mayotte, qui est un territoire également des plus importants concernant l'histoire islamique, mais donc, notamment en ce qui concerne l'histoire insulaire et l'histoire africaine. Donc ici en l'occurrence aux Comores et donc dans l'archipel des Comores, Mayotte, et c'est malheureusement tout un pan de l'histoire islamique qui est ignoré et qui est mis de côté par sélection naturelle, on va dire historique, ou sélection antinaturelle, donc sélection manuelle, j'ai envie de dire. Donc voilà, on continue sur le sultanat de Kilwa. Donc les premiers peuples de Kilwa étaient, selon la tradition, les Mtakata, puis suivirent les Mranga de Jassi, enfin le roi Mrimba des Machinga. Au IXe siècle, l'île de Kilwa Kisiwani est vendue au marchand Ali ibn al-Hassan, persan d'origine princière de Shiraz, donc Shiraz en Iran, en Perse, qui en fait un port de commerce idéalement placé au nord du Mozambique. Jusqu'en 1277, le sultanat est dirigé par des membres de la famille El Hassan. Donc comme source moderne, nous avons Abdou Sharif, cité par Vincent Giovannoni, pardon, et Agnès Carayon dans Aventurier des mers, et c'est aux éditions Hazen. Donc ensuite on a Ibn Battuta et la chronique de Kilwa que nous avions citée également. Mais alhamdoulilah, si tout ceci est ignoré par les nôtres, nous sommes là, donc je suis là, bifadlillah wa bi'iznih, afin d'aborder ces sujets, de mettre en lumière ces thématiques et donc ces exemples historiques politico-religieux qui sont mis de côté. Donc, vous commencez à me connaître depuis tout ce temps, depuis
pour la plupart d'entre vous depuis janvier. Enfin non, pas la plupart, mais pour une bonne partie d'entre vous depuis janvier, depuis que j'ai lancé donc l'initiative El Fath, ce laboratoire d'idées. Donc plus de 300 heures de live, je rappelle, depuis début janvier. Alhamdulillah, de quoi être sainement fier. S-A-I-N, hein, sainement. Et donc vous commencez à comprendre, pour ceux qui viennent d'arriver, que je mets l'accent sur ce qui n'est pas connu, je mets l'accent sur ce qui est marginal, puisque c'est ce qu'il y a de plus intéressant en réalité. Donc comme les autres ports sur la côte Swahili, Kilwa commerce avec différents royaumes en Inde, en Chine et dans les pays musulmans, mais aussi avec la Malaisie. Des pièces de monnaie de la cité-État datant d'environ 1100 sont retrouvées ultérieurement dans le nord de l'Australie. Il exporte principalement du bois, de l'ivoire, de l'or et des esclaves, donc la cité-État de Kilwa. Des autochtones de l'arrière-pays sont capturés et expédiés dans le sud de l'Irak actuel pour y travailler comme esclaves dans les plantations. El-Mesaoudi estime que l'ivoire part principalement vers l'Inde et la Chine, mais selon Istakhri, l'ivoire part aussi vers le golfe Persique, en particulier à Siraf. Les premières pièces de monnaie locale sont datées des alentours des années 1200 et ont été émises par le sultan Ali el-Hassan, dont nous avions parlé précédemment. Siraf, qu'est-ce que c'est? C'est une ville du sud de l'Iran, l'Iran, donc Al-Furs, les Perses, la Perse, pardon, située dans la province de Bouchehr, sur les rives du golfe Persique. Donc un commerce important avec l'Iran, avec la Chine, avec l'Inde, en provenance de Kilwa. Donc le Mozambique, hein, qui de nos jours connaît une situation des plus, en ce qui concerne l'islam, des plus précaires, euh, a été un, a été un territoire rayonnant, un territoire luminescent, portant l'islam à partir du XIIIe siècle. En tant que tel, dès le IXe, Xe siècle. Les premières pièces de monnaie donc sont battues par Ali al-Hassan. Au XIIIe siècle, le sultanat de Kilwa contrôle le commerce de l'or venant des mines du Zimbabwe, détenu auparavant par Mogadiscio en Somalie. Dites-moi si le son est bon, si je dois parler plus fort, si je dois augmenter le volume, mon volume vocal, ou si ça va. Son sultan, donc celui de Kilwa, est décrit en 1331 par notre cher Ibn Battuta comme le plus gracieux et aimable des souverains. Ce souverain effectuait cependant régulièrement des raids et des pillages sur le continent. La ville échangeait les marchandises de la Zambie contre des bijoux indiens et de la porcelaine chinoise. À partir de 1425, des disputes dynastiques déchirent le sultanat. Cependant, au XVIe siècle, le sultanat est devenu le plus puissant de la côte de Zanzibar. Sa cité en est aussi la plus renommée et la plus luxuriante, décrite par Ibn Battuta comme étant une très belle ville. Les habitants de la côte sont décrits par le voyageur arabe Ibn Battuta comme étant bien nourris, de mets riches et exotiques, habillés somptueusement. Donc c'était un sultanat une cité-État prospère. Ce n'était pas, encore une fois, l'image que l'on donne aujourd'hui, fantasmée de l'Afrique de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, du Nord au Sud, comme étant peuplée de va-nu-pieds et de pauvres, même si c'est une réalité qui historiquement a été causée par les exploitations européennes, par la main extérieure coloniale. Donc le colonialisme, encore une fois, est propre à toutes les civilisations, à toutes les nations, mais le colonialisme européen a laissé des traces, et notamment français, a laissé des traces indélébiles à l'Afrique aujourd'hui. Donc ce n'est pas faux de dire qu'il y a beaucoup de misère, mais le fait de rappeler toujours cela avec émotivisme, avec sentimentalisme, nous fait oublier que les États-nations islamiques, les cités-États également islamiques, donc de la période médiévale jusqu'à la période renaissante,
et jusqu'au temps moderne également, donc avant d'arriver à l'époque contemporaine, était prospère. Donc Ibn Battuta, rahimahullah, nous rapporte tout cela dans sa Rihla. Bien sûr, hein, il y a des faits, il y a des passages hein, chez Ibn Battuta qui sont à mettre entre parenthèses plutôt, et à prendre avec des pincettes. Donc je réitère ma question, puisqu'il y a des gens qui me regardent actuellement. Est-ce que le son est bon ou je dois parler plus fort? Juste une petite réponse pour que je sache me situer. Bon, ok. Il n'y a pas de réponse. Ah, voilà, Jazakillah khaira. Donc c'est bon, alhamdoulilah. Ce souvent effectué régulièrement. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parfait. Ah, alhamdulillah. Donc là, il y a plusieurs réponses. Jazakumullahu khaira. Donc au XIIIe siècle, le sultanat de Kilwa contrôle le commerce de l'or venant des mines de Zimbabwe, du Zimbabwe, détenu auparavant par Mogadiscio, donc la capitale somalienne encore une fois, que l'on ne cessera de glorifier pour son héroïsme face aux Américains en 93, sans donner plus de détails. Bon, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, mais on va éviter la censure. Donc, son sultan est décrit en 1331 par Ibn Battuta comme le plus gracieux et aimable des souverains. Donc là, on est de la part d'Ibn Battuta, certainement dans la géographie. Euh, Ce qui est commun hein, aux historiens, ce qui est commun aux explorateurs lorsqu'ils décrivent un lieu qui leur plaît et où ils doivent être, où ils souhaitent être accueillis de la meilleure des manières. Donc par le sultan, par le souverain local. Donc, ce souverain effectuait cependant régulièrement des raids et des pillages sur le continent, ce qui est normal. La ville échangeait les marchandises de la Zambie contre des bijoux indiens et de la porcelaine chinoise. Donc on rappelle hein, le commerce entre le sultanat, donc la région du Zanj, tout l'est, tout le littoral est africain, correspondant aujourd'hui à la région du Mozambique, au pays de ce nom, et donc comprenant aussi Zanzibar et la Zambie. Et donc on rappelle que ce commerce-là, le commerce que ce sultanat entretenait à l'international, avait directement pour destination l'Inde et partenariats commerciaux l'Inde, la Chine et l'Iran, la Perse. Ce qui n'a pas beaucoup changé hein, de nos jours. À partir de 1425, des disputes dynastiques déchirent le sultanat. Donc là, on est au XVe siècle. Il y a des guerres intestines, comme on avait donné l'exemple tout à l'heure de l'Andalousie. Il y a des guerres intestines qui amènent cette fois-ci une condition de déstabilisation économique, d'instabilité économique et politique. Donc là, on est en 1425. Cependant, au XVIe siècle, le sultanat est devenu le plus puissant de la côte de Zanzibar. Sa cité en est aussi la plus renommée et la plus luxuriante, décrite par Ibn Battuta comme étant une très belle ville. Les habitants de la côte sont décrits par le voyageur arabe comme étant bien nourris, de mets riches et exotiques habillés somptueusement. Des caravanes commerciales s'enfoncent de plus en plus profondément dans les terres jusqu'au Grand Lac pour récupérer les précieuses, pour récupérer les précieuses marchandises qui sont réexpédiées vers le Moyen-Orient. Symbole de la richesse du sultanat à cette époque, le palais Ousouni Koubwa est décrit comme somptueux, tandis que la grande mosquée de Kilwa, principale mosquée de la cité, est immense. Les deux bâtiments sont bâtis sur l'île de Kilwa, Kisiwani. C'est ce qu'il dit dans sa Rihla, effectivement. Bah, Ibn Battuta, il a aussi vu le, le grand temple d'Abu Simbel où je suis allé également. Il l'a vu à son époque, donc naam.
c'est pas étonnant en tant que tel, c'est surtout les détails de ce qu'il décrit qui sont à vérifier toujours, hein, qui sont à corroborer avec d'autres sources historiques. Mais c'est principalement Ibn Battuta qui nous rapporte ainsi que la chronique euh, de Kilwa, que nous allons aborder ensemble ensuite. Ce sont principalement la Rihla et la chronique de Kilwa, notamment la deuxième version de 1520, qui n'est pas un ouvrage d'Ibn Battuta, hein. C'est un ouvrage qui a été compilé par les courtisans du sultan de l'époque, du XVIe siècle, qui était Saïd Bargash, sultan de Zanzibar précisément. Donc on a ces deux sources-là qui nous servent de support principalement. Parallèlement à l'enrichissement de la cité-État via le commerce, donc on l'a clairement dit dès le départ, de rien, hein. Enfin de rien, wa barakallahu fik. Euh, on le disait dès le départ, j'appuyais sur ça dès le départ, à savoir sur le caractère commercial de l'économie de Kilwa. En même temps, quand c'est côtier, euh, quand c'est littoral, hein, forcément, il est question de commerce, notamment par voie maritime, et en vue d'enrichir l'arrière-pays. Donc, parallèlement à l'enrichissement de la cité-État via le commerce, une diffusion culturelle s'effectue. Si la cité-État est gouvernée par une élite d'origine persane, donc arabo-shirazi, pour être précis, le Shiraz étant une région de Perse, d'Iran, euh, elle est toutefois décrite comme une cité-État swahili. Le commerce avec l'arrière-pays, voilà, permet aussi la diffusion de l'islam et de la langue swahili dans l'Afrique de l'Est. Donc ça c'est une base en géographie, vous reprenez juste les cours de lycée, hein, sans aller jusqu'à la fac. Vous prenez les cours de lycée, en géographie, on apprend clairement ce qu'est le littoral. Et lorsqu'il y a littoral, il y a arrière-pays qui est nécessairement lié au commerce, au commerce géré et établi par la zone côtière. C'est exactement sur ce modèle-là que les États-Unis se sont construits d'ailleurs. Donc l'islam et la langue swahili sont diffusés dans l'Afrique de l'Est grâce au commerce avec l'arrière-pays, donc grâce à l'activité commerciale que le littoral entretient naturellement avec l'arrière-pays. Les Portugais en 1500, via Pedro Alvarez Cabral, qui explore le pays, vont commencer à conquérir, malheureusement, notre beau sultanat. Donc Pedro Alvarez Cabral, navigateur portugais, qui décrit les maisons de Kilwa comme étant faites de corail, en réalité de chaux. Mais lorsqu'il voit ça, lui, il décrit cela comme étant du corail. Gaspar Correa, donc un autre navigateur, historien portugais, décrit la ville à l'arrivée du vaisseau portugais de Vasco de Gama. La Médina, ceinte d'une muraille et protégée par des tours, est peuplée de peut-être 12 000 personnes. Donc c'est la ville principale, El Médina. Les ruelles étroites sont bordées de très hautes maisons surmontées de terrasses et disposant de jardins intérieurs. La campagne alentour est couverte de jardins luxuriants avec de nombreuses espèces d'arbres et de plantes. Le port est rempli de navires. Très rapidement, les Portugais accaparent le commerce de l'or, du textile, des épices, de l'ivoire et des esclaves. La ville est détruite une première fois en 1505 et soumise comme les autres sultanats de la côte. Quiloa, nom portugais de Quilloa, paie un tribut au roi du Portugal. Donc voilà, les Européens arrivent, ils prennent, ils détruisent, ils changent aussi la culture, ils ne laissent pas la culture telle qu'elle, et c'est toujours le même modèle, hein, quand c'est européen à partir de la Renaissance précisément, parce que même les États latins d'Orient avaient une politique différente envers les locaux,
même si l'on ne perd pas de vue ce qu'ont fait les premiers croisés lorsqu'ils sont arrivés en Terre Sainte à Jérusalem, ils ont mangé des enfants musulmans. D'ailleurs, comme les Centrafricains, on parlait du Mozambique, pas non loin de là, il y a les chrétiens centrafricains qui mangeaient vivants les bébés musulmans encore récemment. Voilà, donc les premiers colons, les premiers croisés lorsqu'ils arrivent à partir de 1096 en Terre Sainte, ils se nourrissent de bébés musulmans et de leurs mères et pères également. Euh, donc les Européens sont très violents. Mais là, les États latins d'Orient qui viennent justement dégager ces renégats, c'est l'équivalent des Khawarij de chez nous, chrétiens, et qui civilisent, euh, c'est-à-dire les leurs, hein, civiliser les leurs, conservent assez, on va dire, globalement la culture locale. Donc là, on parle du 11e, du 12e, 13e. Lorsque les Portugais, premier empire colonial européen de l'ère renaissante, avant les temps modernes, eux, lorsqu'ils arrivent, bah, ils donnent l'exemple aux prochains empires coloniaux européens en détruisant tout. Euh, c'est le cas de le dire, hein, en étant très destructeurs et en ne laissant pas justement la culture locale demeurer telle qu'elle et demeurer la dominante de la région. Donc voilà, on y arrive. À partir de 1512, oui, donc le tribut, le fameux tribut, lorsque des ignorants parmi les musulmans ou des ignorants parmi el kafara, parmi el murtaddoun notamment, précisément, puisqu'il y a les gens qui sont sortis de l'islam et qui laissent les musulmans et l'islam tranquilles, il y a ceux qui sortent de l'islam et qui restent obsédés par l'islam. Parmi ces gens-là, il y a ceux qui, justement, vont se moquer de la zakah, vont se moquer également de la jizya, vont se moquer du kharaj, vont se moquer du khumous, de tous les impôts islamiques qui sont quand même parmi les plus justes et ceux qui mettent le plus à l'aise les populations concernées par ces impôts. Historiquement, on regarde bien énormément de la fiscalité, une grande partie de la fiscalité moderne se base, là où ça fonctionne bien, là où ça fonctionne correctement, se base sur la fiscalité islamique, qui elle-même est un héritage, bien sûr, de la fiscalité chrétienne, de la fiscalité juive et de la fiscalité des donc zoroastres et des anciennes religions également, donc d'Égypte et de Mésopotamie, nécessairement, essentiellement, puisque on parle bien sûr du contexte et de l'espace camito-sémitique. Et ceci donc c'est par rappel de la révélation divine dans son kitab, dans le kitab d'Allah, dans le Coran, et bien sûr dans les sunan basés sur ce que le prophète a fait, dit et a acquiescé et également rejeté. Donc ces gens-là qui parlent des impôts, de la fiscalité islamique en toute ignorance et qui se moquent et qui prétendent que la fiscalité islamique envers les Ahlul Thimma, envers les Mushrikou, envers pardon, les Ahlul Kitab, qui vivent sous le commandement donc de l'islam, sous le régime islamique, oublient que le tribut est, du fait de la martialité, quelle que soit l'époque, quel que soit le régime qui établit ce tribut-là, quel que soit même les empires des steppes, que les Huns, donc l'empire unique, HUN, que les Huns, que les Mongols, et que les autres peuples comme ceux-ci, les Go, G-O-T-H-S, ont imposé localement, l'islam le fait également, mais avec un souci de justesse plus grand, par essence, naturellement. Là, on ne parle pas encore une fois de l'application de certains qui a été mal faite, et regardez la précision dont les musulmans font preuve, dont les Ahlul Islam font preuve, que les Ahlul Kufr, Ahlul Riddah, etc., et Ahlul Nifaq
dont tous ces gens-là n'ont aucunement cure, les Portugais, lorsqu'ils arrivent, ils imposent un tribut aux musulmans locaux, pardon. Donc, à quel moment, al-jizya, à quel moment, al-kharaj ou al-khumous en ce qui concerne les impôts fonciers, à quel moment tout ceci est injuste et sujet à la raillerie, si ce n'est de la part d'un esprit malade, d'un esprit, on ne va pas plagier Charlie Hebdo envers Dieudonné, un cerveau malade. Si cela ne vient pas de cerveau malade, donc là j'ai fait usage de prétérition. Euh, donc voilà, à part si ça vient de cerveau déglingué, je ne vois pas l'intelligence qu'il y a derrière cela. Donc le tribut au roi du Portugal Quiloa est renommé Quiloa par les Portugais. Donc en 1512, des mercenaires arabes reprennent Quiloa et amènent l'indépendance vis-à-vis du Portugal. Bifadlillah, un fait, une nouvelle conquête a eu lieu. Donc, et là, ce sont des mercenaires. Les Arabes qui reprennent Quiloa et la cité retrouve en partie sa prospérité. Allahu Akbar. Donc le retour des Arabes amène la prospérité. En 1606, lors de la visite du franciscain Gaspar de Santo Bernardino, la ville est de nouveau entourée de jardins luxuriants. Sur l'île poussent millet, riz, canne à sucre, et dit-il, les insulaires ne savent pas quoi en faire. Comme les hadiths où il est question de celui qui ne sait même pas à qui donner sa zakah, tellement la prospérité est présente. Et à chaque fois que les musulmans occupent un endroit dans l'histoire, même jusque de nos jours, on a beau dire ce qu'on veut des États du Golfe, ce sont des États prospères qui développent leur territoire, qui développent leur pays. Donc là, on parle bien d'économie, et on parle de fiscalité, et on parle bien de développement. Développé, cela passe par ceci. Donc, et avant tout par une souveraineté. Et les Européens, là où ils vont, par contre, contrairement le révisionnisme et de ces dernières années notamment, lorsque l'on dit que les Européens, quelque part, améliorent le territoire, ils le développent, je pense qu'ils confondent avec les Romains, je pense qu'ils confondent, ils font une projection sur les Romains, qui eux effectivement développaient les territoires conquis, et les hellénistiques d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire les 300 ans de l'empire hellénistique qui sera géré par les diadoques, les généraux d'Alexandre le Grand après sa mort à Babylone en 323. Là, d'accord, là on peut parler d'Européens, entre guillemets, et là il est